Vous avez le partage des slides? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre. C'est le chapitre 3. On a fait le premier chapitre, donc, qui était je dirais une introduction au système d'exploitation. Donc, on a vu la définition d'un système, les fonctionnalités d'un système d'exploitation. On a vu la différence entre les systèmes propriétaires, les systèmes libres, et aussi la partie évolution des systèmes d'exploitation. Donc ça, c'était le chapitre 1. Alors le chapitre 2, je vous ai envoyé le support de cours pour le lire. Donc c'est un chapitre qui est plus orienté TP. Donc c'est une partie concernant le shell. Donc vous avez les commandes. Donc il faut juste lire le chapitre. Il est très facile, hein. Il faut juste lire le chapitre. Vous allez faire les manipulations nécessaires en TP. Bon, si vous avez des questions par rapport à ce chapitre, il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais y répondre soit par mail ou bien lors d'une séance de cours, donc soit au début ou à la fin, vous pouvez me poser vos questions sur le chapitre 2. D'accord? Donc, on va voir aujourd'hui donc, le chapitre 3, qui est un chapitre assez important, qui parle de la gestion des processus. Alors, la notion de processus, c'est une notion que vous allez retrouver, que vous allez rencontrer donc, à chaque fois que vous allez parler du module de système d'exploitation. Donc, pour cette année, donc on va essayer de voir l'aspect, je dirais, manipulation des processus, ou gestion des processus, si vous voulez. Comment on crée un processus, comment on manipule des processus, comment on essaye de synchroniser les processus, mais de façon, je dirais, basique. D'accord? Pourquoi je dis basique? Parce qu'il y a l'aspect synchronisation que vous allez revoir par la suite. OK? Donc, on va essayer d'avoir et d'acquérir les notions théoriques sur les processus. Donc, définir c'est quoi un processus, les états d'un processus dans un système, comment sont gérés les processus dans un système et tout. Donc, c'est plus des notions, je dirais, donc des définitions et des notions théoriques. Mais ensuite, on va aborder euh, l'aspect manipulation des processus. C'est-à-dire vous allez apprendre par la suite à créer vos propres processus par programmation. D'accord? Donc, vous allez comprendre au début comment sont gérés les processus sous Linux. Et ensuite, on va passer à un stade supérieur qui consiste à créer et à manipuler les processus par programmation. C'est-à-dire on ne va pas se contenter juste de l'aspect utilisation des processus, mais on va aller vers la programmation système. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, pendant les séances de TP, toutes les commandes que vous introduisez ou que vous essayez d'exécuter, en réalité, c'est des processus que vous êtes en train de lancer. D'accord? Mais ça, c'est, je dirais, l'aspect utilisation. Donc, il y a des processus que vous êtes en train d'utiliser. Par la suite, donc vous commencez par ça, par la suite, on va passer vers autre chose. On va passer vers la programmation. Donc, vous allez programmer les processus. Donc, ça, c'est généralement ce qu'on fait en deuxième année. En troisième année, l'année prochaine, vous allez voir l'aspect ordonnancement des processus. Alors, l'aspect ordonnancement, on a déjà parlé de l'ordonnancement dans le chapitre 1, quand j'ai introduit les fonctionnalités d'un système d'exploitation. J'avais dit que parmi les tâches qu'assure un système d'exploitation, c'est la gestion du processeur. Et donc, quand on dit gestion du processeur, c'est l'allocation du processeur aux différents processus. D'accord? Donc, via ce qu'on appelle les algorithmes d'ordonnancement et tout. Donc, l'année prochaine, en L3, vous allez voir cet aspect. Donc, c'est l'aspect ordonnancement. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais c'est un chapitre où vous allez vous étaler sur les algorithmes d'ordonnancement. Donc, ça, c'est pour le L3. Et en master aussi, donc vous voyez que c'est un module qui s'étale sur 3 semestres. Et cette notion de processus, on la retrouve sur les 3 semestres. En master, euh, première année master, le M1, premier semestre du M1, vous allez voir l'aspect synchronisation et communication interprocessus. Donc, quand je dis synchronisation, donc vous allez travailler dans un environnement parallèle. Et donc, quand on est dans un environnement parallèle, il y a de nouvelles contraintes qu'il faut prendre en considération. Et ces contraintes-là sont dues essentiellement au fait que quand vous avez des processus parallèles, ces processus parallèles peuvent nécessiter l'accès à la même ressource, par exemple, au même moment.
Et certaines ressources ne sont pas partageables. Ça veut dire que certaines ressources, je ne peux pas les utiliser par deux processus en même temps. D'accord? Donc, on parle d'un vrai parallélisme. Donc, si on a du vrai parallélisme, donc ça veut dire qu'il y a des processus qui peuvent avoir accès et nécessiter l'accès à la même ressource et au même moment. Ça pose problème. Pour certaines ressources, on arrive à gérer plusieurs processus, donc on peut autoriser plusieurs processus à accéder à la même ressource, mais pour certaines ressources, non. Donc, il faudra trouver des mécanismes pour assurer la synchronisation et réguler l'accès des processus à ces ressources. Il y a aussi l'aspect communication interprocessus. Vous allez apprendre là aussi à faire communiquer des processus. On va voir cette année comment faire communiquer des processus, mais ça sera quelque chose de relativement facile. En master, vous allez apprendre à manipuler, il y a des outils évolués qui permettent la communication interprocessus, c'est-à-dire faire communiquer deux processus. Quand je dis faire communiquer deux processus, en fait, c'est quoi? C'est échanger des données. D'accord? Donc, un processus, par exemple, qui fait un certain traitement, dès qu'il le termine, il envoie le résultat de son traitement à un autre processus qui le récupère en input, il fait son traitement et il génère un résultat. Donc là, on est en train de faire communiquer deux processus. D'accord? Donc, il y a des outils tels que, par exemple, les pipes qui permettent de gérer cet aspect-là de la communication interprocessus. Donc ça, c'était juste, je dirais, un petit aperçu sur ce qui vous attend pour la suite, concernant juste la partie processus. Hein. Donc, bon, je pense que pour le module de système, on a déjà parlé donc, des différents contenus sur les différents semestres. Alors, donc on va commencer par des généralités sur les processus. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant le chapitre 1, quand je parlais à chaque fois, j'utilisais le terme processus ou programme, et j'ai dit même, c'est-à-dire j'ai donné une petite définition, si vous voulez, de la notion de processus. J'ai dit qu'un processus, c'est quoi? En réalité, c'est un programme qui est en cours d'exécution. Donc, on va essayer de voir un petit peu cette définition des processus pour avoir plus de détails et plus d'informations sur cette notion de processus. Alors, une définition possible d'un processus. Donc, un processus, c'est quoi? C'est l'instance d'un programme en cours d'exécution en instant T et son environnement d'exécution. C'est comme ça qu'on définit, si on veut définir, je dirais simplement, la notion d'un processus. C'est quoi un processus? D'accord? Donc, on parle de l'instance d'un programme. Ça veut dire quoi l'instance d'un programme? Alors, quand on parle d'instance d'un programme, vous avez votre programme qui est un fichier exécutable. D'accord? Alors, ce fichier-là, il se trouve stocké, quand on parle de fichier, un fichier, il est stocké au niveau du disque. OK? Donc, quand vous lancez l'exécution de ce programme, quand par exemple vous double-cliquez sur le programme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lancer l'exécution de ce programme. OK? Donc là, le fait de lancer l'exécution de ce programme, ça veut dire que vous allez créer un processus, d'accord? Vous allez créer un processus correspondant à ce programme. Mais ce processus-là, il va représenter une instance. C'est une copie. Pourquoi une copie? Pourquoi on parle d'instance? Parce que tout simplement, pendant l'exécution du premier processus, j'ai la possibilité de redouble-cliquer sur le programme exécutable et lancer une deuxième instance du même programme. D'accord? Donc ça veut dire que pour un programme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé deux instances. Voilà, regardez, j'ai un programme, ça c'est mon fichier exécutable. Je double-clique une première fois, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un processus P1. Je double-clique une deuxième fois, je vais avoir une deuxième instance. C'est-à-dire que pendant l'exécution de P1, je crée une nouvelle instance du programme que je vais appeler processus P2. Je lance l'exécution, ou là, je double-clique une troisième fois, je vais avoir une troisième instance. Et ces instances, pour le système, c'est des processus indépendants. D'accord? Même si la source, c'est le même fichier exécutable, c'est le même programme, les trois processus P1, P2, P3 sont représentés par des processus indépendants et sont gérés de façon indépendante au niveau du système. C'est-à-dire que pour le système, P1 n'est pas lié à P2. P2 n'est pas lié à P3. C'est-à-dire que chacun de ces processus, il sera géré de façon carrément indépendante des autres. Et voilà pourquoi on parle
d'instance. C'est-à-dire, instance, c'est une sorte de copie. Une copie du programme exécutable. Donc, j'ai lancé une première copie que j'ai appelée P1, j'ai lancé une deuxième copie que j'ai appelée P2, j'ai lancé une troisième copie que j'ai appelée P3. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on définit un processus comme étant une instance d'un programme. En cours d'exécution, à un instant donné. Et on va rajouter à cette définition, en plus de l'instance du programme en cours d'exécution, son environnement d'exécution. Donc, l'environnement d'exécution, c'est quoi? C'est l'ensemble des ressources dont il dispose. On a déjà dit dans le chapitre 1 qu'un processus, il a besoin de ressources pour qu'il puisse être exécuté. Si je ne lui donne pas de ressources, il ne peut pas s'exécuter. Donc, à l'instance d'un processus, on lui associe un ensemble de ressources nécessaires pour son exécution. Donc, l'ensemble des données, des instructions et des ressources allouées au processus forment, c'est-à-dire ça nous donne le processus et son environnement d'exécution. Parce qu'un processus, en réalité, c'est quoi? Quand je dis je lance un programme, le programme, quand je le lance, c'est des instructions. Ces instructions-là, elles ont besoin de données. D'accord? Et pour exécuter les instructions, on a besoin aussi de ressources. Donc, les instructions, plus les données, plus les ressources, forment le processus et son environnement. D'accord? Voilà donc une définition, je dirais, simple de la notion de processus. Alors, les fonctionnalités du système par rapport au processus. Je pense que ce point, on l'a déjà abordé, je l'ai même introduit au début du cours. Alors, le système est chargé, premièrement, d'allouer les ressources nécessaires pour l'exécution des processus. Ça, je l'ai répété plusieurs fois depuis le début du cours. Sans ressources, un programme ne peut pas s'exécuter, ou là, un processus ne peut pas s'exécuter. D'accord? Alors bon, vous allez remarquer que des fois, il m'arrive de parler de programme. C'est juste, bon, je dirais par abus de langage, hein. On parle de programme, mais en réalité, je parle ici du programme qui est en cours d'exécution. Donc, on parle des processus. OK? Donc, un processus ou un programme en cours d'exécution, il a besoin de ressources. Alors, ces ressources, ça peut être des ressources physiques, telles que par exemple le processeur, les périphériques d'entrée-sortie, la mémoire, mais ça peut être aussi des ressources logiques. Un fichier, l'accès à un fichier, l'accès à une variable, tout ça, c'est des ressources logiques. D'accord? Donc, on peut avoir donc, la gestion des ressources, que ce soit les ressources logiques ou les ressources physiques, sont gérées par le système d'exploitation et l'allocation ou bien l'affectation de ces ressources au processus, elle est faite donc par module correspondant. C'est-à-dire si on parle du processeur, c'est le gestionnaire du processeur. Si on parle par exemple des périphériques d'entrée-sortie, c'est les gestionnaires de périphériques, et ainsi de suite. D'accord? Deuxième point, il doit assurer que le fonctionnement d'un processus n'interfère pas avec des autres. Quand vous avez plusieurs processus en cours d'exécution, un processus ne doit pas bloquer un autre processus. Un processus ne doit pas empêcher un autre processus de continuer son exécution. Donc, s'il y a un processus qui bloque un autre, le système il doit intervenir pour l'empêcher de le bloquer. Troisième point, la communication interprocessus. Donc, le système il doit fournir les outils nécessaires pour permettre la communication entre les processus. Quand je veux faire communiquer, par exemple, deux processus, je dois trouver un moyen pour les faire communiquer. J'avais parlé tout à l'heure, à titre d'exemple, des pipes, bien les tubes, pour faire communiquer deux processus. Donc, les pipes, c'est un outil qui est fourni par le système donc pour la communication entre deux processus. Ou plusieurs. On peut avoir aussi plusieurs pipes pour la communication entre les processus. Quatrième point, la gestion des droits. Alors, il faut savoir que sous Linux, par exemple, chaque utilisateur, il a des droits. D'accord? Que ce soit les droits d'accès aux ressources, si c'est des fichiers, par exemple, le droit d'accès en lecture, le droit d'accès en écriture,
Est-ce que j'ai la possibilité d'exécuter un programme ou non? Donc, il appelle la gestion des droits. Ça se fait au niveau utilisateur. D'accord? Le système, il va affecter au programme les mêmes droits que les propriétaires. Ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai développé, par exemple, j'ai développé mes propres programmes. J'ai des fichiers que j'ai programmés. D'accord? C'est des fichiers exécutables. Moi, au niveau du système, j'ai des droits. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, et je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça aussi. OK? Les programmes que j'ai développés, ils vont hériter de mes droits. C'est-à-dire, les droits que j'ai, les programmes pourront les effectuer, ils vont les hériter, donc ils pourront faire exactement ce que je peux faire. Les choses que je ne peux pas faire, c'est-à-dire que le système m'empêche par exemple de faire, mes programmes aussi seront empêchés de les faire. Donc, il y a une notion d'héritage qui se fait entre les programmes et le propriétaire du programme. Ce que j'ai comme droit, je le donne à mes programmes. Je le donne à mes processus. D'accord? Donc, ce que je peux faire, ils peuvent le faire. Ce que je ne peux pas faire, ils ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est géré par le système. C'est-à-dire la notion d'héritage, c'est le système qui affecte les droits et c'est le système qui vérifie les droits pour voir est-ce que tel programme ou tel programme est autorisé à faire telle action ou telle action. Je vous donne un exemple très simple. J'ai une imprimante qui est connectée, par exemple, à mon PC et que cette imprimante, je n'ai pas le droit de l'utiliser. D'accord? L'administrateur système, il m'empêche d'utiliser l'imprimante qui est connectée. Je ne peux pas. Donc moi, je ne peux pas, en tant qu'utilisateur, je ne peux pas utiliser l'imprimante. Je ne peux pas développer un programme, d'accord? Je ne peux pas développer un programme qui va utiliser cette imprimante. Même si je le fais, quand je vais lancer l'impression via mon programme, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que ce programme-là, il m'appartient. Moi, je n'ai pas le droit d'utiliser l'imprimante, donc le programme aussi ne sera pas autorisé à utiliser l'imprimante. Donc, il y a une vérification qui est faite par le système d'exploitation. D'accord? Voilà donc je dirais les fonctionnalités de base, les fonctionnalités les plus importantes des systèmes d'exploitation par rapport à l'utilisation des processus. Alors, on va parler maintenant de la notion des caractéristiques d'un processus. Alors, il faut savoir que pour un processus, il y a deux types de caractéristiques. Donc, il y a ce qu'on appelle les attributs statiques ou les caractéristiques statiques et les attributs dynamiques ou les caractéristiques dynamiques. Alors, quand on dit statique, quand on dit dynamique, par rapport à quoi? C'est par rapport à la durée de vie du processus. D'accord? Un processus, il a un cycle de vie. Dès qu'il est créé, on lui affecte des caractéristiques, on lui affecte des attributs avec un certain nombre de valeurs. Le processus, après sa création, il va s'exécuter, il va avoir un certain scénario d'exécution et au bout d'un certain temps, il va se terminer, il va disparaître du système. Parce qu'un processus, quand il se termine, on le supprime. D'accord? Alors, on parle de caractéristiques statiques. Ça veut dire que durant la durée de vie du processus, les informations ou les paramètres statiques ne changent pas. Les valeurs des paramètres statiques ou des caractéristiques statiques ne changent pas. C'est quelque chose de figé. D'accord? On parle des caractéristiques dynamiques. C'est les caractéristiques qui changent de valeur pendant l'exécution du processus, pendant la durée de vie du processus. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, j'ai une valeur, au bout de 2-3 secondes ou bien de 5-10 minutes, la valeur du même attribut, elle va changer. Par contre, si c'est statique, ça ne change pas. D'accord? Donc, c'est statique et dynamique par rapport à la durée de vie du processus. Alors, parmi les caractéristiques statiques, nous avons ce qu'on appelle le PID, bien le process identifier, bien l'identifiant du processus. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? J'avais dit que un processus, c'est l'instance d'un programme en cours d'exécution. D'accord? On sait tous qu'un programme, voilà, je mets ici par exemple mon fichier exécutable. Ça, c'est par exemple, c'est prog.exe.
Ça, c'est mon fichier exécutable. OK? Très bien. Maintenant, j'ai double-cliqué sur le fichier exécutable pour créer une première instance. Alors, cette instance, elle sera représentée par un PID. Le PID, c'est quelque chose de numérique. Donc, la première instance, je vais par exemple l'appeler 100. Le système, il va lui affecter la valeur 100. Donc, le PID de la première instance du programme proc.exe, elle est identifiée par l'identifiant numéro 100. Donc, au niveau du système, le fichier, il est identifié par son nom, qui est proc.exe, d'accord? Mais l'instance de ce fichier, qui est représentée par un processus, elle n'est pas représentée par le nom. Elle est représentée par un identifiant unique. Et l'identifiant ici, on l'appelle le PID. Je double-clique sur le même programme pour avoir une deuxième instance. Je vais avoir une deuxième instance avec un PID différent. Par exemple, 250. Donc, la première instance, elle sera identifiée par le PID 100. La deuxième instance, elle sera identifiée par le PID 250. OK? Et ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont, bon, je dirais entre guillemets, c'est des valeurs qui sont recyclables. Je mets un recyclable. Pendant la durée de vie du processus dont le PID est égal à 100, je ne peux pas utiliser le même identifiant. D'accord? Parce qu'il est unique. Le processus, je l'identifie par son PID. Mais quand ce processus va se terminer, au bout d'un certain temps, ce processus, il va se terminer. Le système, il peut recycler le PID 100 et les donner à un autre processus. Par exemple, processus P3. Donc, la valeur, elle est unique pendant l'exécution du processus, mais quand le processus se termine, le système, il a la possibilité de réaffecter la valeur qui a été affectée auparavant à un autre processus qui vient de se terminer. D'accord? Donc, il y a une réaffectation des valeurs des PID. Donc, le PID, il est unique, hein, j'insiste sur ça. Quand on dit processus PID 100, vous allez trouver à un instant donné un seul processus dont le PID est égal à 100. Je ne peux pas avoir deux. OK? Très bien. Donc, ça, c'est le PID. Deuxième attribut, c'est le PPID. Le PPID, c'est le Parent PID, ou le PID du processus père. D'accord? Alors, pourquoi le PID du processus père? Alors, il faut savoir que les processus, particulièrement les processus sous Linux, sous Unix, parce que c'est le même noyau, ils sont gérés de façon arborescente. D'accord? Ça veut dire quoi, arborescente? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un processus qui se retrouve seul, qui se retrouve orphelin, indépendant. Tous les processus sont reliés par une relation parent-fils. D'accord? Donc, on a un processus, un premier processus. Ce processus-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner des fils. Chaque fils, il peut à son tour devenir père et créer de nouveaux fils. Donc, ce qu'on est en train de créer ici, c'est quoi? C'est une arborescence de processus. D'accord? Alors, en remontant dans l'arborescence, on va bien sûr arriver à un processus qui est considéré comme le père de tous les processus. On va parler de ça par la suite. C'est-à-dire, quand on va faire l'étude de cas sur les systèmes Unix, on va parler de l'arborescence des processus sous Unix. D'accord? Donc, pour savoir quel est le père du processus, on le récupère à partir de son PPID. Donc, le PPID d'un processus, il représente le PID du processus père. Je vous donne un exemple ici. Imaginez que ce processus-là, il a le PID égal à 50. D'accord? Donc, quand je descends dans l'arborescence, Hada, c'est son fils. Celui-là, c'est son fils. D'accord? Le fils, il a un PID qui est différent de son père. Par exemple, le PID 65.
Et son PPID, il est égal à quoi? Il est égal à 50. Donc, de cette façon-là, on peut faire on peut faire le lien entre un processus et son père. D'accord? Donc, le PPID, c'est le parent PID. Donc, c'est le PID du processus père. Donc, l'identifiant du processus père. Et ça aussi, c'est un paramètre qui est statique. Donc, il ne change pas. OK? Nous avons aussi le UID, le User Identifier. Le User Identifier, c'est l'identifiant du propriétaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque processus, il appartient à un utilisateur. L'utilisateur, alors qu'on a, je viens de dire que chaque processus, il est identifié par son PID au niveau système. OK? Il faut savoir que chaque utilisateur aussi, il est identifié au niveau du système par un UID. Donc, l'utilisateur, il n'est pas identifié dans le système par son login. Par exemple, quand vous allez faire le TP en salle machine, par exemple, vous avez le login, c'est étudiant. En interne, c'est-à-dire en arrière-plan, l'utilisateur étudiant n'existe pas. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter un identifiant numérique à l'utilisateur étudiant. Et à partir de là, il va utiliser le UID comme identifiant de cet utilisateur. Donc, quand un processus il est créé, il est affecté à un utilisateur et donc il va hériter le UID de son utilisateur. Pourquoi il hérite? Parce qu'il y a un moment, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le système, il affecte les mêmes droits au programme que son propriétaire. Comment faire le lien entre un processus et le propriétaire? C'est via le UID. Donc, à la création d'un processus, qu'est-ce qu'on fait? On lui affecte le UID de son utilisateur, ou là de son propriétaire, et à chaque fois qu'un processus il veut faire une opération, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie les droits de son propriétaire. Si le propriétaire est autorisé à effectuer cette tâche, eh ben, on autorise le processus à la faire. Si le propriétaire n'est pas autorisé, le processus sera empêché. On ne va pas l'autoriser à faire l'opération. D'accord? Donc là, vous avez un exemple de paramètres ou d'attributs statiques. Donc, Hado, il ne change pas. OK? De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les paramètres dynamiques ou bien les caractéristiques dynamiques. Alors ça, c'est des caractéristiques qui changent pendant l'exécution du processus. C'est des paramètres qui évoluent, qui changent dans le temps. D'accord? Donc parmi ces informations, et principalement ce qu'on a comme information qui évolue dans le temps et qui change, c'est la consommation des ressources. Parce qu'un processus, il consomme des ressources. Pendant son exécution, il consomme des ressources. Donc, à sa création, le temps CPU consommé, par exemple, il est égal à 0 unité de temps. Au bout de 5 minutes, d'accord, après 5 minutes, il a consommé, par exemple, 2 minutes de temps CPU, ben, on va mettre à jour le temps CPU consommé. Au bout de 30 minutes, il a consommé 10 minutes supplémentaires. Donc, on va additionner aux 10 minutes qu'il vient de consommer les 2 minutes qu'il avait consommées auparavant. Donc, ça va nous donner le temps CPU consommé, c'est 12 minutes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça change. La mémoire aussi, l'espace mémoire utilisé ou l'a affecté par le processus. Ça aussi, c'est un paramètre qui change. Maintenant, il a besoin de 1 kilooctet. Au bout d'un certain temps, là, après un certain temps, il aura besoin peut-être de 10 mégas. D'accord? Quelques temps après, il va peut-être avoir besoin de 100 kilooctets. Donc, on peut avoir une valeur correspondante à la quantité de mémoire utilisée par le processus. Et ça change. Donc, pendant l'exécution du processus, l'information AD, c'est-à-dire la quantité de ressources utilisées, c'est une donnée qui est en train de changer. C'est une donnée dynamique. On a aussi l'état du processus. Alors, l'état du processus, bon, il faut savoir qu'un processus, il change d'état. Il est en exécution, il fait une entrée-sortie, il peut être bloqué pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est l'état du processus. Donc, l'état, c'est une information qui permet de nous donner la situation du processus. Est-ce qu'il est en exécution? Est-ce qu'il est en train de faire une opération d'entrée-sortie? Est-ce qu'il est en train d'attendre
l'accès au processeur, et chacune de ces situations, elle correspond à un état bien défini du processus. D'accord? On va revoir, dans un moment, on va revoir les états que peut avoir un processus. Donc ça, c'est un petit aperçu sur les caractéristiques des processus. Alors, les processus, on peut les décomposer en deux principales classes. Alors, il y a ce qu'on appelle les processus utilisateurs. Les processus utilisateurs, ce sont tous les processus correspondant à l'exécution de vos programmes. Vous avez développé des programmes, vous avez lancé l'exécution de ces programmes, ça va donner un programme utilisateur ou un processus utilisateur. Parce qu'il vous appartient. Il appartient à un utilisateur qui est identifié dans le système. Vous lancez une commande à partir du shell. La commande du shell, elle va être représentée par un processus. D'accord? Donc, ce processus-là, il va permettre, donc il sera géré au niveau du système. Donc, ça, c'est l'aspect processus utilisateur. Maintenant, d'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle les processus système. Les processus système, on les décompose en deux sous-classes. Donc, nous avons les processus interactifs et nous avons les processus qui s'exécutent en arrière-plan. Où je mets un processus interactif. Un processus interactif, c'est un processus qui réagit avec l'utilisateur. Ça veut dire que moi, je lui donne quelque chose à faire. Lui, il fait le traitement nécessaire. Il me rend le résultat. Alors, le meilleur exemple que je peux donner concernant un processus interactif, c'est le shell. Vous avez remarqué, donc, lors des séances de TP, au niveau du shell, qu'est-ce que vous faites? Quand vous introduisez, par exemple, une commande, vous validez par entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute la commande et il vous donne le résultat de la commande. Donc, il y a une certaine interactivité. Quand il me donne le résultat de la commande, il me donne la main pour introduire une nouvelle commande. J'introduis la commande, je valide par entrée, il exécute, il me donne le résultat et ça donne. Il exécute la commande, il me donne le résultat et il me donne la main pour une autre fois, pour introduire une nouvelle commande. Il y a de l'interactivité. D'accord? Donc, ça, c'est le meilleur exemple. Le shell, c'est un processus système interactif. On a une deuxième sous-classe qui est la classe des processus qui s'exécutent en arrière-plan. La classe des processus qu'on appelle les processus d'aimant ou bien les services. Alors, vous pouvez trouver ces deux termes au niveau de la bibliographie, quand vous essayez de voir un petit peu, quand vous essayez de lire la documentation sur les systèmes d'exploitation, vous pouvez trouver les deux termes. Alors, sous Windows, on utilise généralement le terme service. Sous Unix, on utilise le terme démon. Donc, les processus démon ou bien les services, c'est des processus système, d'accord? C'est des processus système, mais ce qu'ils ont de particulier, contrairement aux processus interactifs, c'est que ce sont des processus qui s'exécutent en arrière-plan. On ne les voit pas. On ne voit pas leur exécution. Bon, sauf si vous passez, par exemple, quand on est sur Windows, on passe par le gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches, vous allez trouver toute une liste de processus en exécution. Donc, il n'y a pas que vos processus. Donc, ces processus-là, c'est des processus qui sont considérés comme un processus d'aimant. D'accord? Donc, on trouve ces deux termes, processus d'aimant ou bien service. Donc, on a deux classes de processus système, processus utilisateur. Les processus utilisateurs, c'est simple, ce sont tous les processus qu'un simple utilisateur peut exécuter. Les processus système, on les décompose en deux sous-classes. Processus système interactif, donc ils sont, quand je dis interactifs, ça veut dire qu'ils sont au premier plan. Et s'ils sont au premier plan, donc ça veut dire qu'ils vont interagir avec l'utilisateur. Moi, en tant qu'utilisateur, je lui donne une tâche à faire, il l'exécute, il me donne le résultat, ensuite il me redonne la main pour introduire une deuxième commande ou un deuxième programme. Donc, il y a de l'interactivité. Donc,
Les processus interactifs, ils sont au premier plan. OK? Les processus d'aimant, ou bien les services, c'est des processus qui sont en arrière-plan. Donc, un utilisateur n'est pas censé les voir, mais ils sont en exécution. D'accord? Et chaque processus d'aimant, il a une tâche bien définie. Donc, il s'occupe de cette tâche. D'accord? Généralement, ils sont lancés avec le lancement du système. Quand le système il est chargé, quand on charge le système d'exploitation, donc il y a les modules du système d'exploitation qui sont chargés et vous avez les services ou les processus d'aimant qui sont chargés avec le système d'exploitation. Donc chaque processus, il assure une tâche bien particulière et bien définie. Alors, concernant les états maintenant, les états de base d'un processus. Alors, tout à l'heure, on avait parlé donc, des caractéristiques statiques, caractéristiques dynamiques. Et dans la partie caractéristiques dynamiques, j'ai parlé de l'état. Donc, on a parlé des ressources, donc les ressources utilisées donc, par les processus. Mais nous avons aussi les états d'un processus. Donc, j'avais dit qu'un processus, il peut changer d'état. Donc, entre un instant et un autre, il peut changer d'état. OK, donc, il est dans une situation particulière. Suite à un événement, il passe à un état, il était dans l'état X, il passe à un état Y. D'accord? Très bien. Alors, il faut savoir que pour les états, il y a ce qu'on appelle les états de base. Alors, où je mets un état de base? Les états de base, c'est des états qu'on retrouve dans tous les systèmes d'exploitation. Vous prenez le système Unix ou là, vous prenez le système Windows, la iOS, vous allez retrouver ces états. Donc, on va les voir. Ils ne sont pas nombreux. Les états de base ne sont pas nombreux. Mais vous avez aussi des états qu'on appelle les états particuliers ou bien les états spécifiques. Spécifiques à quoi? Spécifiques au système d'exploitation. Et dans notre cas, bon, ça sera peut-être probablement pour la semaine prochaine, dans notre cas, on va faire, quand on va étudier les processus sous Unix, on va essayer de voir les états qui sont propres au système, les états d'un processus qui sont propres au système Unix. D'accord? Donc pour le moment, on va commencer par les états standards et quelles sont les causes ou les événements qui permettent donc de faire passer un processus d'un état à un autre. Et on verra par la suite les états spécifiques, ou bien les états d'un processus sous Unix. Très bien. Alors, on va commencer par le programme. Pour le moment, on n'est pas dans le cas d'un processus. Je suis dans le cas ici, je suis dans le cas d'un fichier exécutable qui est stocké au niveau du disque dur. D'accord? Très bien. À un certain moment, je veux exécuter ce processus. Je veux exécuter ce programme. Donc, quand je veux exécuter ce programme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer sur le programme, ou là, le lancer à partir du shell, c'est la même chose. Et donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir la création d'un processus. Donc, c'est à partir de là qu'on peut parler d'une nouvelle instance du processus qui vient d'être créée. Un processus, quand il est créé, il se met à l'état prêt. D'accord? Alors, à quoi correspond l'état prêt? L'état prêt, c'est un état qui correspond à un processus qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour son exécution, d'accord? Mais il lui manque une seule ressource. C'est quoi cette ressource? C'est le processeur. D'accord? Je répète, un processus à l'état prêt, c'est un processus qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour son exécution, mais il lui manque une seule ressource qui est le processeur. Donc, tant qu'il n'a pas le processeur, il reste à l'état prêt. Donc, s'il a besoin de mémoire, il a la mémoire. S'il a besoin de fichiers ou d'accès à certaines ressources logiques, il a accès à ces ressources. Il a tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est prêt à être exécuté. Mais il ne passe pas à l'état suivant parce qu'il lui manque le processeur. Maintenant, quand je lui donne le processeur, il va passer à l'état actif ou bien l'état élu. D'accord? On parle de l'état élu ou bien de l'état actif quand un processus qui était à l'état prêt, on lui alloue le processeur, on lui donne le processeur. Donc, dès que vous lui donnez le processeur, c'est bon, il passe à l'état
élu ou bien actif. Alors, généralement, personnellement, j'utilise l'état actif. On dit que le processus est à l'état actif. Donc, qu'est-ce qui a fait changer l'état du processus de prêt à élu ou là actif? C'est l'allocation du processeur. On a fait l'état prêt, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a défini l'état prêt? Il dispose de toutes les ressources nécessaires, sauf le processeur. Qui n'a le processeur? Il passe à l'état actif. D'accord? Donc, il est à l'état actif. Donc, il est en train de travailler au niveau du processeur. Au bout d'un certain temps, on peut avoir deux scénarios possibles. En fait, trois scénarios possibles. Donc, je vais arriver au troisième par la suite. OK? Si on revient au diagramme, les diagrammes d'exécution, les كنا نخدموهم la semaine dernière en TD ou هضرنا عليهم auparavant. Quand j'ai un processus en exécution, quel est le scénario? C'est le processeur. Hein. Ça, c'est le processeur. Quels sont les scénarios possibles à l'instant X pour le programme? Qu'est-ce qu'il peut faire par la suite? Qu'est-ce qui peut arriver à l'instant X? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme événement à l'instant X? Très bien. Effectivement, il peut faire une demande d'entrée-sortie. D'accord? Donc, une demande d'entrée-sortie, c'est quoi? C'est demander une ressource. D'accord? Il va demander une ressource. Donc là, on est au niveau du processeur, on passe vers la demande d'une ressource. Très bien. Quel est le deuxième scénario qui est possible? Non. Bon, alors j'ai dit à l'instant X, on arrête l'exécution du processus. Hein. On arrête l'exécution du processus au niveau du processeur. Maintenant, je suis en train de chercher les causes. Oui, il y a la fin du processus, effectivement. Il y a la fin du processus. Donc, on peut avoir la fin une demande d'entrée-sortie, la fin d'un processus. Quoi d'autre? Il manque un troisième cas. J'avais dit qu'il y avait trois événements possibles. Très bien. Et la fin du quantum. Donc, on a trois scénarios possibles. On fait une demande d'entrée-sortie, la fin du quantum du processus, si on est en mode temps partagé, ou bien la fin du programme. D'accord? Donc, les trois scénarios sont possibles. Très bien. Donc, je reviens au diagramme. Donc, les scénarios possibles, c'est soit je vais faire une entrée-sortie, donc je fais une demande d'entrée-sortie, donc je passe pour faire une entrée-sortie, ou bien c'est la fin du quantum, et donc dans ce cas-là, on va me retirer le processeur. D'accord? Si on est en mode temps partagé et que j'ai consommé mon quantum, on va me retirer le processeur. Donc, si on me retire le processeur, j'étais à l'état actif, et on m'a retiré le processeur, je vais vers quel état? Alors, je suis actif et on me retire le processeur. On a enlevé le processeur au programme. Je vais vers quel état? Très bien. Je reviens vers l'état prêt, effectivement. D'accord? La transition, l'état prêt, l'état actif, elle a été faite grâce à l'allocation du processeur. Maintenant, si je retire donc l'état actif, je retire le processeur au processus, je reviens à l'état prêt. Nous, l'état les comptes fait. D'accord? Donc là,
Réquisition du processeur. On est dans le cas, par exemple, du temps partagé et le processus a consommé son quantum. Donc, si je réquisitionne le processeur, ou bien j'enlève le processeur au processus qui était actif, ben, tout simplement, il va revenir à l'état près. D'accord? Donc, ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario. D'accord. Alors, je réexplique quoi? Juste la partie réquisition du processeur ou tout? D'accord. Alors, je réexplique le dernier point. Alors, si vous vous rappelez les diagrammes qu'on avait traités la semaine dernière en TD, on avait le cas, dans le temps partagé, le cas où un processus, il consomme son quantum. C'est-à-dire, lui, il a besoin, par exemple, de 4 unités de temps, où le quantum, il est égal à 2 ou à 3. Qu'est-ce qu'on faisait? On exécutait, donc on donnait le quantum de temps au processus, d'accord? Dès qu'il arrive, dès qu'il consomme son quantum, qu'est-ce qu'on faisait? On arrêtait le programme, là, on arrêtait le processus, et on lançait un nouveau processus. D'accord? Très bien. Avec le processus qui était en exécution, qui a consommé son quantum, qu'est-ce qui va se passer? On a dit dans l'automate ici, dans l'automate, on a dit qu'on passe de l'état prêt à l'état actif ou à l'état élu quand on lui donne le processeur, avec l'allocation du processeur. Qui n'attelle le processeur, le système, il attelle le processeur à un processus, l'état d'un processus, il passe de l'état prêt à l'état actif. OK? Très bien. Maintenant, quand le processus consomme son quantum de temps, qu'est-ce qu'on a dit? Quand un processus consomme son quantum de temps, on lui retire le processeur. Le processeur. S'il avait le processeur, donc ça veut dire qu'il était à l'état actif. Il a le processeur. Il va revenir vers l'état prêt. Donc, réquisition du processeur, c'est retour de l'état. Donc, de l'état actif, ou l'état prêt. Voilà. C'est bon, mademoiselle Aitihya? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, je continue. Alors, donc ça, c'est quand on passe de l'état actif à l'état prêt. Très bien. Alors, tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a 3 cas. D'accord? Fin du quantum, demande d'entrée-sortie ou à la fin du programme. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire que l'état actif, je peux avoir 3 scénarios possibles. Soit je demande une entrée-sortie, soit je demande une entrée-sortie, soit c'est la fin du quantum, soit c'est la fin du programme. Donc, on vient de voir le premier cas. Le deuxième cas, c'est la demande d'entrée-sortie. Alors, demande d'entrée-sortie, je suis à l'état prêt, je fais une demande de ressources, je vais aller vers l'état bloqué. D'accord? Donc, troisième état, c'est l'état bloqué. Donc, on a l'état prêt. L'état prêt, c'est quoi? L'état prêt, c'est un processus qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour son exécution, sauf le processeur. Quand on lui donne le processeur, il va passer à l'état actif. D'accord? Quand on lui retire le processeur, il revient vers l'état prêt. Maintenant, s'il est actif et qu'il fait une demande de ressources, ou là, il fait une demande d'entrée-sortie, il passe de l'état élu ou à l'état actif, il va passer à l'état bloqué. D'accord? Alors, l'état bloqué, ce n'est pas nécessairement, parce que si vous vous rappelez la semaine dernière, un processus, quand il fait une demande d'entrée-sortie, le périphérique d'entrée-sortie, on peut avoir 2 scénarios. Le périphérique d'entrée-sortie, il est libre, ou bien il est occupé. Il est occupé par un autre processus. Dans les 2 cas, qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est le périphérique est libre, on alloue le périphérique au processus. Si le périphérique est occupé, on met le processus dans une file d'attente. D'accord? Alors, dans les deux cas, que ce soit en opération d'entrée-sortie ou bien en attente d'une opération d'entrée-sortie,
le processus, on dira qu'il est à l'état bloqué. D'accord? Donc, quand un processus il fait une demande de ressources, il passe de l'état actif à l'état bloqué. OK? Donc ça, c'est le troisième état. Très bien. Quand il termine maintenant son opération d'entrée-sortie, il avait demandé à faire une entrée-sortie. Ken, le périphérique libre, périphérique d'entrée-sortie libre ou occupé, peu importe, dans les deux cas, il est à l'état bloqué. C'est bon, au bout d'un certain temps, il a effectué son opération d'entrée-sortie et il a terminé son opération d'entrée-sortie. Généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redemander le processeur. Quand il redemande le processeur, qu'est-ce qu'on fait? Quand il termine, donc fin d'allocation des ressources, là, s'il a terminé l'opération d'entrée-sortie, il va revenir vers l'état prêt. Donc là, il va faire une nouvelle demande. Il va faire une nouvelle demande pour accéder au processeur. Alors, faites attention à une chose. Le passage de l'état bloqué à l'état actif n'existe pas. D'accord? Je répète, le passage de l'état bloqué à l'état actif n'existe pas, ou l'état élu n'existe pas. Un processus ne peut pas passer directement de l'état bloqué vers l'état actif. On est obligé de passer par l'état prêt, et de l'état prêt, on va aller vers l'état actif. D'accord? Donc, s'il vous plaît, retenez ça. Pas de passage, pas de transition de l'état bloqué vers l'état actif. Pas de transition directe. Je parle de transition directe. D'accord? On est obligé, un processus, même s'il a encore besoin du processeur, il est obligé de passer par l'état prêt pour ensuite aller vers l'état actif. OK? Alors, donc là, on a les deux cas. On a de actif, soit on a la fin du comptant, donc là, il va revenir vers l'état prêt. Le processeur, il va aller vers l'état prêt. Ou bien, il fait une demande d'entrée-sortie, donc une demande de ressources. Et donc, dans ce cas-là, il passe de l'état élu à l'état bloqué. De l'état bloqué, le seul chemin, c'est d'aller vers l'état prêt. Et de l'état prêt vers l'état actif. Donc là, il peut boucler entre prêt et actif un certain temps. D'accord? Bon, à la fin, un processus va se terminer. Il va nécessairement se terminer. La terminaison d'un processus, elle se fait toujours de l'état élu, ou de l'état actif. Donc de l'état actif, on a une transition pour aller vers l'état terminé. D'accord? Donc à la fin de l'exécution, quand un processus il termine son exécution, il passe de l'état actif à l'état terminé. Et là, c'est la fin du processus. Donc, on ne parlera plus du processus. Donc, il n'aura plus aucune existence au niveau du système. D'accord? Donc, ce qu'on va retenir pour le moment, c'est les quatre états. C'est les états de base. L'état prêt, l'état élu ou là actif, l'état bloqué et l'état terminé. L'état terminé, il est simple, c'est la fin du processus. L'état prêt, c'est un état où le processus dispose de toutes les ressources sauf le processeur. Quand on lui donne le processeur, il passe à l'état actif. Quand il est à l'état actif, on lui retire le processeur, il revient vers l'état prêt. Maintenant, s'il fait une demande d'entrée-sortie, il passe de l'état actif à l'état bloqué. OK? Donc, quatre états de base. Il faut les retenir. Après, donc je pense la semaine prochaine, on verra les états propres au système Unix, les états des processus dans le système Unix. Et là, vous allez voir que l'automate, il est beaucoup plus important que ça. Il n'y a pas que quatre états de base. Donc, il y a des états, il y a des sous-états. Donc, même dans un état, on peut retrouver deux sous-états. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, je continue. Alors, le contexte d'un processus. On va parler maintenant de la notion de contexte. Alors, le contexte d'un processus, quand on dit contexte d'un processus, un processus,
c'est l'ensemble des registres du processus. D'accord? Un processus dispose d'un ensemble de registres. Et le processeur dispose d'un ensemble de registres. D'accord? Donc, parmi les registres, on a ce qu'on appelle le compteur ordinal, le mot d'état, le PSW, on a les registres généraux, on a registre pile. Donc, l'ensemble de ces registres forme le contexte d'un processus. OK? Très bien. Maintenant, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le contexte logique et le contexte physique. D'accord? On doit faire la distinction entre le contexte physique et le contexte logique. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? Quand on est dans un environnement multiprogrammé, ou un environnement temps partagé, on se retrouve avec plusieurs processus qui veulent accéder au processeur central, qui veulent accéder au CPU, qui veulent utiliser le processeur central. D'accord? Très bien. Alors, quand on dit l'exécution d'un processus, concrètement, ça c'est une question que je vais poser. Concrètement, quand je dis exécuter un processus, ça veut dire quoi exécuter un processus? Comment ça se fait concrètement? Comment ça se fait? Qui peut m'expliquer comment se fait l'exécution d'un processus? J'ai plusieurs processus qui sont chargés en mémoire, d'accord? P1, P2, P3. Je veux exécuter le processus P1. Comment je l'exécute? Tout à l'heure, je disais dans les états de base, affecter le processeur à un processus. Mais concrètement, comment ça se fait? Qui peut répondre à cette question? Oui, alors le chargement en mémoire, effectivement, il y a le chargement en mémoire, mais le chargement en mémoire, il se fait à la création du processus. D'accord? C'est-à-dire le chargement en mémoire, c'est plus l'état prêt. Quand on dit qu'un processus il est à l'état prêt, ça veut dire qu'il a été chargé en mémoire. Donc on passe de l'état programme au statut de processus. On lui alloute de l'espace mémoire. OK? Donc là, il est à l'état prêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état actif. Comment on passe de l'état prêt à l'état actif? Parce que l'état actif, il correspond à l'allocation du processeur. Oui, selon la disponibilité du processeur. Très bien. Mais ensuite, supposons que le processeur est libre, ou bien on a donné le processeur à un processus P1. Concrètement, comment on exécute P1 dans le processus? Dans le processeur, pardon. Donc, vous ne vous êtes jamais posé cette question. Comment exécuter concrètement un processus? Bon, euh, l'exécution proprement dite, elle se fait grâce au chargement des registres d'un processus dans le processeur. D'accord? Alors, aide le contexte. Je parle ici du contexte d'un processus. J'ai dit que le contexte, il est composé de ces registres. Un processeur, un processeur, un processeur, c'est quelque chose de physique. Un processus, c'est quelque chose de logique. Il n'a pas une existence réelle. D'accord? Au niveau du processeur, on dispose de registres physiques. Des registres qui correspondent, par exemple, au compteur, un registre qui s'appelle le compteur ordinal, un registre qui s'appelle le PSW, un registre des registres, pardon, qui représentent les registres généraux. Nous avons aussi le registre pile. Donc, tout ça, ce sont de vrais registres qui se trouvent au niveau du processeur central. Quand je dis charger un processus dans le processeur,
ou bien affecter le processeur à, en réalité, ce que je suis en train de faire, ou bien ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est tout simplement prendre les registres du processus, d'accord? Prendre les registres du processus qui sont des registres logiques. Je les prends, où est-ce que je les mets? Je les mets dans les registres physiques du processeur. Donc, le fait de charger les registres logiques du processus, dans les registres physiques du processeur, va permettre donc de déclencher l'exécution du processus, ou bien de reprendre l'exécution du processus. Si on prend un titre d'exemple, si on prend le compteur ordinal, qu'est-ce qui représente le compteur ordinal? Le compteur ordinal, il représente l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc, j'ai chargé dans le processeur, dans le registre compteur ordinal, l'adresse de la prochaine instruction à exécuter de P1. J'ai le registre instruction. Le registre instruction, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'instruction à exécuter. Donc, je vais mettre dans le registre instruction l'instruction à exécuter. Donc, je vais la charger de la mémoire. On dit son adresse à partir du compteur ordinal. Je vais la charger à partir de la mémoire et je charge l'instruction dans le registre RI. Donc, ça va permettre de déclencher l'exécution du processus. Il va exécuter cette instruction. Quand je termine l'instruction 1, qu'est-ce que je fais? Je lis le compteur ordinal pour avoir l'adresse de la prochaine instruction. Donc, dès que la prochaine instruction, je vais la mettre dans le compteur, dans le registre instruction et j'incrémente le compteur ordinal. Comme ça, il va pointer sur la troisième instruction, et ainsi de suite. Et je suis en train donc de suivre l'état du processus avec le registre PSW qui représente le registre état du processus. Il vous donne, donc c'est un ensemble de flags où chaque flag, il vous donne l'état du processus, il vous donne un indicateur sur l'exécution du processus. Donc, pour revenir à cette notion de contexte logique et contexte physique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le processeur central, il dispose de qui sera réservé pour les systèmes d'exploitation. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie qui sera réservée à P1, P2 et P3. Donc, il y aura un espace ici qui sera réservé au processus P1. Où est-ce qu'il y a de l'espace? Il y a le code, il y a les données. D'accord? Et on retrouve dans cet espace, ça c'est ce qu'on appelle l'espace d'adressage du processus, on retrouve les registres logiques qui sont stockés quelque part ici. Dans l'espace d'adressage du processus. Hado, c'est quoi? Ça, c'est les registres logiques de P1. C'est-à-dire que je vais avoir compteur ordinal de P1, le PSW de P1, les registres généraux de P1 et le registre pile de P1. Donc, les registres logiques de P1 sont stockés dans l'espace d'adressage de P1. On va voir où ça va être stocké exactement, pour être plus précis.
D'accord? Très bien. Ça, c'est par rapport à P1. Je prends le processus P2. P2, lui aussi, il dispose de son espace d'adressage. Il est là. Je vais trouver la même chose, le code de P2, les données de P2 et ainsi de suite. Et je vais retrouver aussi les registres logiques de P2 qui seront stockés dans son espace d'adressage. Donc, je vais avoir ici le compteur ordinal de P2, le PSW de P2, les registres généraux de P2 et ainsi de suite. Même chose pour P3. P3 qui fait l'espace d'adressage TAO, les registres dans l'espace d'adressage. D'accord? Maintenant, quand je veux exécuter un processus, quand je dis j'ai donné le processus à P1, qu'est-ce que je vais faire? Quand je donne le processus à P1, eh bien, il suffit tout simplement de prendre les registres logiques et je les mets dans les registres physiques. D'accord? Je prends avec la copie des registres qui se trouve dans l'espace d'adressage de P1, je la prends, où est-ce que je la mets? Je la mets dans les registres physiques. Et donc là, ça veut dire que j'ai donné le processeur au processus P1. Ou bien j'ai chargé, pour utiliser un terme plus précis concernant le contexte, j'ai chargé le contexte de P1 dans les registres physiques. Donc, ce que j'ai dans l'espace d'adressage, c'est des registres logiques qui n'ont pas une existence réelle. Ce que j'ai au niveau du processeur, c'est les vrais registres. Compteur ordinal, mot d'état, registres généraux et registres piles. Donc, il faut distinguer entre registre logique et registre physique, ou bien contexte logique et contexte physique. D'accord? Tout ce qui est logique, tout ce qui est registre logique ou bien contexte logique, ce sont en réalité des images, des registres physiques qui sont stockés au niveau de l'espace d'adressage de chaque processus. Ce que j'ai au niveau des registres physiques, c'est les vrais registres du processeur. D'accord? Alors, je vais poser une question pour voir ce que vous avez bien suivi avec moi. On a combien de registres physiques? Si je prends le compteur ordinal, il y a combien de compteurs ordinal de P1? Pardon, combien de compteurs ordinal physiques? Très bien. Il y a combien de PSW physiques? Très bien. Alors, c'est la même chose, les registres généraux. Donc, c'est un registre, un registre. Donc, pour chaque, parce qu'il y en a plusieurs. Le registre pile également, il est unique. Très bien. Maintenant, je continue mes questions. Combien de registres logiques de type compteur ordinal? Alors, pour le moment, j'ai une seule réponse, hein. Je repose ma question. Combien de compteurs ordinal logiques je vais avoir? Alors, il y a trois réponses. Voilà, c'est ça. C'est bon. Bon, il y a des réponses différentes, mais qui vont dans le même sens, hein. D'accord? Alors, effectivement, ça va dépendre du nombre de processus. Donc, si j'ai 5 processus, je vais avoir 5 compteurs ordinal logiques. D'accord? Compteur ordinal logique pour le P1, compteur ordinal logique pour P2, compteur ordinal logique pour P3, et ainsi de suite. Donc, ça va dépendre. Donc, le nombre de contextes logiques va dépendre du nombre de processus chargés en mémoire. D'accord? Donc, il y a un des 10 processus en mémoire, ben, je vais avoir 10 contextes logiques. Alors, quand je dis contexte, c'est une sorte, c'est-à-dire c'est un package. C'est-à-dire un compteur ordinal, le PSW, les registres généraux, registres PIN. C'est l'ensemble. D'accord? Et chaque contexte logique, il est propre à un processus. OK? Donc, vous allez avoir
autant de contextes logiques que de processus chargés en mémoire. Donc, quand on veut exécuter un processus, ou là, quand on veut affecter le processeur à un processus, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement son contexte, c'est-à-dire l'ensemble de ces registres logiques, et on les affecte, on les met dans les registres physiques du processeur. Et donc là, on dit que le processeur a été affecté à un processus X ou Y. Est-ce que c'est bon concernant cette notion de registre, de contexte physique et contexte logique? Très bien. Alors ça, c'est une notion qu'on utilise. On utilise beaucoup dans la multiprogrammation et le temps partagé. D'accord? Parce que dans la multiprogrammation et le temps partagé, on a plusieurs processus, je dirais candidats. Plusieurs processus qui veulent utiliser, ils sont chargés en mémoire, ils veulent utiliser le processeur. Donc, quand on procède à la partie, quand on exécute la partie scheduling, la partie ordonnancement, on choisit parmi tous les processus candidats, on choisit un processus. Quand on lui donne le processeur, on prend son contexte, on le met dans le processeur. On prend le contexte logique du processus et on le met au niveau du processeur. Donc ça déclenche l'exécution du processus. D'accord? Maintenant, quand on change de processus, quand on bascule par exemple d'un processus à un autre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, on enlève le contexte du processus qui était en exécution, on le stocke quelque part et je charge le contexte du nouveau processus. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, tout à l'heure dans l'automate, j'ai dit réquisition du processeur. Donc ça veut dire que j'ai enlevé le processeur à un processus pour le donner à un autre. Ça veut dire quoi? Réquisition. Comment je réquisitionne un processeur? Ben, tout simplement, j'enlève les registres. Le contexte logique qui était dans le processeur, je l'enlève, je le stocke quelque part et je mets un nouveau contexte. Donc là, j'ai commuté le contexte, j'ai changé le contexte du processeur. D'accord? Alors, l'espace d'adressage. L'espace d'adressage, on va voir c'est quoi l'espace d'adressage d'un processus. Bon, bien que j'ai déjà donné des indications, mais bon, on va essayer de voir un peu plus de détails sur l'espace d'adressage et voir où seront stockés les registres. Alors, l'espace d'adressage ou la composition d'un processus, le processus il est composé, donc, premièrement, de son espace d'adressage. Cet espace d'adressage, il contient la partie du code et la partie des données. Je reviens, voilà, je reviens en arrière. Regardez qu'est-ce que j'ai mis pour P1. J'ai mis code et j'ai mis données. D'accord? Donc, l'espace d'adressage d'un processus, je trouve dans son espace d'adressage, je trouve le code, les instructions du programme, et je trouve aussi les données utilisées par le programme pour son exécution. D'accord? On a aussi la partie pour la pile utilisateur. OK? Donc ça, c'est l'espace d'adressage. Le deuxième élément qui m'intéresse le plus, parce que l'espace d'adressage, bon, c'est juste un espace qu'on utilise pour stocker les instructions et tout, mais le deuxième élément qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle le bloc de contrôle du processus, ou bien le PCB, le Process Control Block. Le PCB, ou bien le bloc de contrôle du processus, en fait, c'est quoi? C'est une structure de données sous forme, par exemple, d'un enregistrement, d'accord? Et qui contient les informations les plus importantes concernant le processus. D'accord? Un bloc un PCB ou un bloc de contrôle de processus, c'est une structure de données ou là, un enregistrement qui contient les informations les plus importantes d'un processus. En fait, si on devait faire une correspondance entre le PCB et quelque chose qu'on utilise dans la vie courante, je dirais que le PCB, c'est la pièce d'identité du processus dans le système. Chacun de vous, il a une pièce d'identité. D'accord? La pièce d'identité est à chaque étudiant, où je fais le nom, faire le prénom, faire l'adresse, la date de naissance, faire la signature TAO, la photo, l'adresse, et ainsi de suite. Donc, toutes ces informations, on les retrouve dans la pièce d'identité.
Eh ben, le PCB, il contient la même chose. Il contient les mêmes informations. Toutes les informations, j'avais débuté à la séance, on avait parlé des caractéristiques statiques et dynamiques. On avait parlé du PID, le PPID, le EID, le GID, le group identifier, les ressources consommées, l'état du processus. Toutes ces informations, où est-ce qu'on les stocke? On les stocke dans le PCB du processus. Voilà pourquoi je dis, et je fais toujours cette correspondance entre le PCB et la pièce d'identité du processus. Votre pièce d'identité, elle contient les informations les plus importantes vous concernant. Le PCB, il contient les informations les plus importantes concernant chaque processus. Chacun de vous, il a une pièce d'identité. Chaque processus, il dispose d'un PCB. Je fais le PID ou le nom, la pièce d'identité qu'on fait le nom, le prénom. Le PCB fait le PID le processus. Fait le PPID pour avoir la relation, pour connaître qui est son père. Dans votre pièce d'identité, vous avez le nom, vous avez le prénom. On a l'adresse. Donc, toutes les informations importantes concernant le processus, on les retrouve dans son PCB. Alors, le PCB, il est créé à la création du processus. Quand on crée un processus, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il lui crée un PCB. Et il met les informations importantes du processus dans les PCB. C'est-à-dire qu'il y a les champs le PCB. Et à la fin du processus, c'est-à-dire quand le processus il va se terminer, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'avais dit, quand un processus se termine, il disparaît du système, on le détruit. Il n'a plus aucune existence dans le système. Qu'est-ce qui va se passer? Son PCB aussi va être détruit. D'accord? Donc le PCB, il suit le processus depuis sa naissance jusqu'à sa terminaison, jusqu'à sa fin ou jusqu'à sa mort. On parle de la mort du processus. Et il contient les paramètres statiques, les paramètres dynamiques et plus d'autres informations concernant le processus. Donc, vous avez ici un petit schéma pour expliquer donc les éléments, la structure, je dirais, d'un PCB. Donc, vous avez ici l'identificateur du processus qui est le PID, d'accord, le PID. Vous avez l'état du processus. On avait parlé tout à l'heure de l'état bloqué, l'état prêt, l'état actif et tout. Donc, c'est un champ qui est dynamique. À chaque fois, on met à jour l'état du processus. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a le contexte du processus. Tout à l'heure, je reviens en arrière. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je disais que le contexte logique du processus, on le retrouve quelque part dans son espace d'adressage. Bon, je n'ai pas dit où juste, comme juste l'espace d'adressage. D'accord? Mais en réalité, le contexte logique du processus, où est-ce que je vais le retrouver? Je vais le code ou les données. La mémoire, c'est-à-dire l'espace mémoire qui a été réservé ou alloué à P1. Où est-ce que je vais le trouver? Je retrouve le contexte logique du processus, je le retrouve dans le PCB. Donc, au niveau du PCB, j'ai le contexte logique du processus. D'accord? Donc, ce qu'on a ici au niveau du schéma, par exemple, ça c'est le PCB de P3. Bon, j'ai mis ici juste les registres logiques, mais en réalité, on va retrouver à l'intérieur le PID, le PPID, l'état du processus, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le PCB de P2. Ça, c'est le PCB de P1. Donc, un des PCB, chaque PCB contient les informations les plus importantes. Parmi ces informations, nous avons les registres, ou bien le contexte logique du processus. Donc, vous avez donc tout ce qui est contexte logique, d'accord? On a aussi, on avait parlé tout à l'heure donc de la taille de la mémoire utilisée ou de la quantité de ressources utilisées. Ça aussi, on le retrouve ici. On le retrouve au niveau du PCB. Donc, toutes les informations, bref, pour résumer, il n'y a pas que ça, il y a d'autres informations. Toutes les informations critiques et importantes concernant un processus, on les retrouve dans le PCB. Donc, quand on veut accéder à une information particulière, où est-ce que je vais aller la chercher? Je vais aller directement vers le processus, vers le PID du processus. D'accord?
Je peux identifier le processus via son PID, qui n'a le PID, le système TI, la table des processus, pour être plus précis, la table des processus, n'a le PID, j'accède à son PCB et j'ai accès à toutes les informations concernant ce processus. Voilà, bon, je pense que la partie étude de cas, les processus Unix, donc on va la laisser pour la semaine prochaine. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, bon, je viens de voir qu'il y a une question. Alors, c'est quoi la différence entre PCB et PID? Bon, je pense que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas ce que... Amin Koumni. Donc, c'est bon, vous avez eu la réponse. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Pas de questions? OK. Donc, on fait une petite pause. D'accord? Et on reprend donc dans 10-15 minutes pour une séance de TD. Donc, à tout à l'heure.